Il était une fois un peuple de guerriers barbares et hirsutes. Ils habitaient des huttes de bois, chassaient le sanglier pour se nourrir et vénéraient la nature. Voilà en quelques mots la représentation du peuple celte tel que le temps l'a façonné. Mais derrière ces clichés se cache en réalité une civilisation qui a dominé l'Europe pendant plus de 5 siècles avant notre ère et profondément marqué l'histoire du continent. Qui étaient réellement les Celtes? Où vivaient-ils? Quelle était leur culture? Aujourd'hui, grâce au progrès de l'archéologie, l'histoire des Celtes s'écrit sur le terrain. Partout en Europe, de nouvelles fouilles mettent au jour les vestiges d'un monde encore largement méconnu. Les découvertes se multiplient et mènent les chercheurs sur des pistes inédites qui contredisent les idées reçues. La culture celte se révèle bien plus vaste et sophistiquée qu'on ne l'imaginait. À l'est de la France, la Champagne fait partie des régions concernées par le tracé du futur TGV entre Paris et Nancy. Mais cette immense saignée qui traverse les champs est pour l'instant le terrain des archéologues. Sur le sol décapé à la pelleteuse, ils cherchent les indices d'occupations anciennes. Aujourd'hui, en effet, les chantiers des autoroutes et des voies ferrées sont devenus l'une des premières sources d'informations sur le passé. D'autant que ces voies de communication modernes suivent le plus souvent de très anciens itinéraires de migration et de peuplement, empruntés par les Celtes en particulier. Ont-ils laissé des traces de leur présence? C'est ce que va révéler ce gigantesque sondage qui, sur plus de 400 km, traverse l'est de la France. Un brouillard glacé enveloppe la plaine champenoise. Comment, dans ces champs 1000 fois labourés, trouver l'empreinte d'hommes qui vivaient ici entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ? Dans une terre détrempée par des pluies abondantes, la tâche semble aussi pénible qu'illusoire. Attentifs au moindre indice, les scientifiques progressent mètre par mètre. Il s'agit d'inventorier les sites qui feront ensuite l'objet d'une fouille approfondie. Un mois plus tard, dans un paysage figé par l'hiver, les archéologues sont de retour. Ici, le site a été validé. Il est maintenant confié à une équipe de spécialistes dirigée par Lola Bonabel. Ce que cherche l'archéologue, ce sont des tombes. Une trace brune soudain découverte par la pelleteuse signale un bouleversement très ancien du terrain. Il peut s'agir d'une sépulture ou d'un simple trou occasionné par des travaux agricoles. Le crâne, on dirait. Ouais, c'est ça. Tu dois réserver des surprises. J'ai l'impression. Un squelette
qui dormait à quelques centimètres seulement de la surface, redécouvre peu à peu la lumière du jour. Il porte un torque autour du cou et des bracelets aux poignets. Pour l'archéologue, il n'y a aucun doute, c'est un celte. Ou plus exactement, une celte. Cette tombe signifie probablement l'existence d'une nécropole aux alentours. Mais avant de poursuivre la fouille, Lola veut situer sa découverte au sein d'une histoire qui s'étire sur plus de 5 siècles avant Jésus-Christ. J'ai tout un tas de cochonneries. Alors. On est sur le tracé du TGV et on est, on va dire, sur la limite orientale de la plaine crayeuse. D'ailleurs, après, spécialiste incontesté de la métallurgie celtique, André Rapin est capable de dater à quelques dizaines d'années près un objet par son style. Le torque. Ici, le verdict est immédiat. Voilà, donc c'est un torque, tu vois, donc malgré les apparences, il a une torsade. Alors donc, à la différence des torsades qui sont très serrées, pour tout ce qui est donc de ses ancêtres du 5e siècle, là c'est une torsade lâche, disons, avec quelques faibles tours. Mais il a quand même donc conservé aussi les caractéristiques de ces torques du début du IVe siècle, à savoir une extrémité en tampon conique. Donc c'est quand même un torque 4e. D'accord, on est encore dans le 4e, tu vois. Ok. En fait, je m'étais pas imaginé à cause du bracelet. Alors, j'aurais pensé que c'était plus récent, en fait. Voilà, donc ça c'est toujours la même sépulture, c'est la même dame. Voilà. Alors ces parures donc à 3 petites bosses sur le parcours, ce sont des parures caractéristiques aussi du IVe siècle. Donc elle a eu certainement le torque et le bracelet à peu près en même temps. Dans le dernier tiers, dernier quart du IVe siècle. Ok. Bon, si ce n'est qu'elle peut quand même avoir le bracelet de sa grand-mère. Ça, j'y crois pas du tout. Bon, d'accord. L'histoire, non, parce qu'effectivement, on a trop de cas de convergence entre... Vraiment, la parure, c'est comme l'arme, c'est quelque chose qui est une signature d'un individu, de son histoire sociale, etc. Et donc, il n'y a pas tellement d'héritage dans cette affaire-là. Porté aussi bien par les hommes que par les femmes, le torque distingue les élites au sein des sociétés celtes. Mais sa forme et son décor parfois très riche marquent aussi l'appartenance à un clan ou à une tribu. Le torque matérialise l'identité de son propriétaire et l'accompagne toute sa vie. Il est l'attribut du guerrier et le protège au combat. Il est même la marque des dieux, comme en témoignent les très rares représentations humaines de divinités celtes. Sur le terrain, l'équipe de Lola Bonabel s'est remise au travail. Très vite, une deuxième tombe est mise au jour. Cette fois, l'individu, vraisemblablement de conditions plus modestes, ne porte aucune parure. Dans la troisième sépulture, en revanche, la dépouille possède à nouveau les marques de l'aristocratie. Le premier coup de bêche que j'ai donné ici, j'ai trouvé une moitié de mandibule. Et tu sais, c'est aussi en plan, en surface, où il y avait la figure. Comme le prévoyait Lola, les découvertes se multiplient. Ici, en plein champ, à quelques centimètres des socs de charrue, une nécropole celte a traversé 23 siècles d'histoire. Ce sauvetage in extremis apporte des informations capitales sur le peuplement de cette région de France. C'est en effet la troisième nécropole celte que coupe le tracé du TGV sur quelques dizaines de kilomètres. Avec une opération comme le TGV, on a quelque chose qui fonctionne comme une espèce d'immense sondage en fait sur toute une région géographique. Et donc ça documente vraiment de manière tout à fait intéressante et continue les occupations humaines sur les différents secteurs.
Et là, il y a effectivement quelque chose qui ressort, qui est le premier résultat très important, c'est qu'on a une très grande quantité de nécropoles sur cette zone de la plaine crayeuse champenoise. Donc il y a quelque chose qui s'est passé effectivement à cette période-là. Comment en découvrir davantage sur ces communautés? Quels étaient leurs habitats? De quoi vivaient-elles? Pour le savoir, il faut sortir momentanément des traces rectilignes du TGV suivies par Lola. Il existe en effet un nouveau moyen d'investigation qui permet de répondre à ces questions, l'archéologie aérienne. Les dessins qui apparaissent parfois dans les champs au printemps sont les empreintes des aménagements réalisés par l'homme en des temps très anciens. Ils tracent les contours des habitats dans lesquels vivaient les communautés celtes. Ces observations, complétées par les fouilles au sol, permettent aujourd'hui de reconstituer les édifices et d'imaginer leur mode de vie. Les maisons sont vastes, charpentées et couvertes d'un toit de chaume. Les fermes, en grand nombre, témoignent d'une intense activité agricole. Elles comportent plusieurs bâtiments comme des granges, des étables et des greniers à grains montés sur pilotis afin de les protéger des rongeurs. Loin des huttes de bois et de la chasse aux sangliers, ces communautés menaient au contraire une existence confortable et essentiellement tournée vers l'agriculture et l'élevage. Au centre archéologique du Mont Beuvray, on étudie et on rassemble les informations issues des fouilles les plus récentes. Ici, les historiens rectifient les récits du passé et recomposent l'image du peuple celte. Mais ils se retrouvent aussi confrontés à un monde qui s'avère de plus en plus complexe et génère de nouvelles questions. Lorsque j'étais jeune, on me disait « les choses elles sont simples ». Il y a eu, depuis la préhistoire jusqu'à la fin du premier âge du fer, des populations qui sont succédées, on ne sait pas quoi. Et vers 500-450, les Celtes arrivent. Voilà, les Celtes arrivent, ils déboulent, ils sont là, et puis la civilisation va changer, on a de nouveaux instruments. Bon, nous savons que c'est faux. Mais ça, c'est le gain de même pas une génération. Maintenant, les Celtes, on sait que certains d'entre eux sont arrivés plus tôt à certains endroits. Quand exactement, on l'ignore. Et surtout, on se rend compte de la complexité du phénomène. Il n'y a pas les Celtes. Il y a une série de peuples avec une origine probablement commune, mais qui sont allés dans tous les sens, selon les endroits, y compris vers la Méditerranée, y compris vers l'Asie mineure. Quelle était l'étendue du monde celte? Jusqu'où trouve-t-on leurs traces? La piste aujourd'hui ressurgit en Hongrie, à l'autre bout de l'Europe. Poussés par le développement du réseau routier, les camions sillonnent les grandes plaines de la Pannonie jusqu'au bassin des Carpates. Ici aussi, les archéologues explorent le terrain avant qu'il ne soit définitivement recouvert par la future autoroute. Comme ailleurs dans la région, ils s'attendaient surtout à trouver la trace des cultures venues de l'Asie centrale. Mais aujourd'hui, après plusieurs mois de fouilles, quels sont les résultats? Notre site est là, et pas très loin. Le musée de Miskolc a fouillé une nécropole du IIIe siècle. Donc dans cette zone, il y a beaucoup de traces celtes à partir du IIIe siècle. Ce qu'on trouve ici, c'est beaucoup de fragments de calcaire. Beaucoup de fragments de calcaire pour la fonte. Pour la fonte. Donc il y a les éléments qui évoquent la sidérurgie. Donc ce qu'il faut comprendre ici, nous sommes pas très loin des montagnes, où il y a des gisements de fer, cuivre. Donc visiblement, c'est un site très bien choisi pour la période celtique. Quelles sont les preuves de ce peuplement? Et que racontent-elles sur les Celtes d'Orient? Pour Mikloš, il s'agit maintenant de faire parler les vestiges du passé. La plupart des indices
sont emprisonnés dans ces blocs de terre issus de la nécropole. Les défunts sont incinérés. Il ne reste d'eux que les dents et les objets métalliques qui les accompagnaient. La fouille des tombes se fait essentiellement en laboratoire. Délicatement prélevées, les pièces sont nettoyées et traitées contre l'oxydation. Une fibule, un morceau de bouclier. Les dernières découvertes témoignent d'un monde comparable à celui des Celtes de l'Europe de l'Ouest. Pour Miklos Szabó, cependant, certains des vestiges exhumés en disent bien davantage. Ce vase était enterré lui aussi dans la nécropole. Plus fragile que la terre qui l'enserre, il fait l'objet d'une restauration extrêmement délicate. C'est en particulier le style des poignées qui intéresse Miklos. Que représente-t-elle ? Après plusieurs semaines d'une reconstitution complexe, l'archéologue peut enfin comparer le résultat avec les hypothèses élaborées pendant la fouille. L'animal est traité dans un style tout à fait spécifique à la région, mais la forme du museau et des dents trahissent la morphologie du sanglier. Symbole de force et de courage, le sanglier est une des figures emblématiques du monde celte. Cette découverte confirme l'existence d'un foyer original de culture celtique. Une nouvelle communauté qui se distingue par le style de ses créations. Il y a les zones qui étaient complètement inconnues pour la période celtique, comme justement la Grande Plaine hongroise. Et maintenant, grâce aux nouvelles trouvailles, on peut dire qu'au IIIe siècle, le bassin carpatique devient un nouveau centre de la civilisation celtique. De semblables découvertes, un peu partout en Europe, permettent aujourd'hui de mieux cerner l'étendue du monde celte. Originaires des profondeurs de l'Europe occidentale, les Celtes commencent véritablement leur expansion au 5e siècle avant Jésus-Christ. Par vagues successives, ils s'implantent au-delà du Rhin, dans le bassin du Danube. Ils descendent vers l'Aquitaine et l'Italie. Ils entrent en contact avec les autres civilisations du monde antique. Les Grecs les appellent Celtes, les Romains parlent des Gaulois, mais tous désignent le même peuple en voie de conquérir l'Europe. À leur apogée entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Celtes sont constitués de centaines de tribus réparties de l'Atlantique aux bouches du Danube, de la mer du Nord à la Méditerranée. Au cœur de cette prodigieuse expansion, il y a le guerrier celte. Pendant des siècles, il domina les champs de bataille. Mais quel était son secret ? Comment a-t-il forgé sa légende ? Aujourd'hui, il est possible de répondre à ces questions. Les études réalisées par André Rapin révèlent en effet dans le domaine de l'armement une technologie jusque-là insoupçonnée. Les Celtes, au moment de leur expansion maximum en Europe, ont développé un équipement qui est un équipement de pointe dans l'Antiquité. Et ce n'est pas par hasard si à ce moment-là, donc ils ont une expansion territoriale qui va de la Turquie à l'Atlantique et de l'Angleterre au centre de l'Italie ou en Ibérie, etc. Chaque élément, épée, fourreau, lance, casque, ont leur dosage bien particulier de métal, d'acier plus ou moins carboné, de fer, de tôle très malléable. Ils sont au top niveau, comme on pourrait dire maintenant dans le langage actuel, de la technologie du fer à l'époque.
Ni les Romains, ni les Grecs ne savent faire ces fourreaux métalliques qui sont donc des choses très difficiles à réaliser. Ces gouttières un peu ruinées que vous avez ici sont destinées à pincer de part et d'autre les tranchants de l'épée en laissant le fil naviguer à l'intérieur du tube du sertissage des deux plaques du fourreau à 1 millimètre près sans que le fil ne s'émousse. C'est une précision qui étonne encore les forgerons actuels qui s'essayent à se refabriquer ces objets-là, tellement donc ça exige de précision et de maîtrise, non seulement de maîtrise d'habileté, mais de maîtrise au niveau de la préméditation, de la fabrication du métal de base qui va servir à fabriquer tout cela. Il y a des réalisations techniques comme la chaîne, par exemple, qui est une chaîne destinée à suspendre l'épée sur le côté droit, et chaque maillon est conçu de telle sorte que la moindre rotation vers la droite va soulever tout l'ensemble qui va devenir raide. Et ce raidissement va empêcher l'épée de se balancer dans les jambes de quelqu'un qui court le plus vite possible. Donc c'est vraiment un système qui est adapté à un style de combat qui est complètement différent de celui des hoplites grecs ou des hoplites ou des combattants en général méditerranéens, qui sont beaucoup plus statiques et blindés, alors que le guerrier celte a développé au contraire la mobilité, la rapidité pour désorganiser les adversaires. C'est aussi l'équipement défensif qui avantage le guerrier celte. La cotte de maille est l'une des inventions de ce peuple. En s'attaquant au monde méditerranéen, les Celtes ont scellé leur réputation de barbares. L'histoire a retenu le déferlement des guerriers de Brennos. 60 000 hommes qui, au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, franchissent les Alpes et se dirigent sur Rome. Les troupes romaines sont écrasées. La ville est totalement dévastée, incendiée et occupée pendant plus de 7 mois. Les Celtes méprisent la mort et se ruent au combat sans se dissimuler, rapporte l'historien Strabon. Mais leur force et leur audace ne résistent pas à la stratégie des légions romaines lancées à la conquête du monde. Curieusement, c'est en disparaissant sous le glaive que les Celtes prennent leur place dans l'histoire. Sur le chantier du TGV, les fouilles touchent maintenant à leur fin. Mais l'expertise de la dernière nécropole révèle encore des surprises à Lola Bonabel et son équipe. Tu t'es débarrassé de tes os, là t'as encore des os qui se baladent voilà. ou pas? Ouais, il y a des coudes. Ce que j'aimerais savoir, ça c'est en place. J'aurais bien aimé voir si on pouvait pas trouver le crâne, vous montrer bien la superposition du Ça crâne serait dessus sympa, du ouais. C'est ça que je voudrais faire en Ouais, fait. ouais. On va avoir son thorax ici. Et tu pensais avoir le crâne là, Je pense c'est que ça? l'avoir à peu près ici, ouais, normalement. C'est un peu curieux. Ça serait peut-être pas le même alors. Ou alors ça voudrait dire que les pilleurs sont quand même allés jusqu'au fond. Peut-être qu'ils ont récupéré un torse. Ok. Que s'est-il passé réellement? S'agit-il d'un pillage isolé? La tombe suivante confirme les soupçons de Lola. L'état dans lequel les pilleurs ont abandonné la sépulture est une signature que l'archéologue connaît bien. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. On a le résultat caractéristique du pillage 19e. Ce qui les intéressait, c'est plutôt le mobilier métallique, en l'occurrence torque, bracelet, fibule. Et donc ils attaquaient le haut du corps.
Donc en général, sur ce type de tombe, on retrouve le bas du corps et les vases, et éventuellement les dépôts alimentaires en place. C'est une période en fait où les Gaulois sont très en vogue. C'est dans une logique politique générale. Il y a déjà le romantisme, donc tout ce qui va être lié au passé, aux ruines, à l'ancien, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui est lié à l'identité nationale, les discours sur les origines politiques, et donc une espèce de volonté de voir dans le peuple gaulois le vrai peuple ancêtre du français en fait. Le musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye est le produit typique du rapport entre la politique et l'histoire. Voulu par Napoléon III, grand partisan du peuple gaulois, il conserve les collections rassemblées au XIXe, un assemblage hétéroclite d'objets à la gloire du peuple fondateur. Les sections consacrées à l'histoire de la Gaule sont actuellement totalement repensées en fonction des nouvelles connaissances. Une nécessité qui, pour Laurent Olivier, conservateur, reflète aussi un changement de nos préoccupations. L'archéologie gauloise, celtique, c'est quelque chose qui se développe spécifiquement à la fin du XIXe siècle. Et en France, en particulier, l'importance des Gaulois dans l'imaginaire collectif devient très très important à ce moment-là. On fait référence aux Gaulois dans les origines de l'identité française. Donc ça, c'est quelque chose qui s'enracine dans le XIXe siècle. On voyait beaucoup les sociétés du passé comme possédant leur propre culture, leur propre langue, leur propre manifestation matérielle. Et aujourd'hui, après l'effondrement du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, plus personne n'envisage les nations dans un cadre spécifiquement ethnique comme on le voyait à la veille de la guerre de 14 par exemple. Ce qui fait que notre regard sur le passé change. De nouvelles questions mènent désormais les archéologues aux frontières du monde celte. Que se passait-il dans ces régions où les civilisations se sont côtoyées ? Nous sommes dans les monts Apennins, au nord de l'Italie, où vivaient des communautés étrusques il y a 25 siècles. À la même époque, la région était aussi fréquentée par des tribus celtes ayant franchi les Alpes. Les cultures se sont-elles mélangées ? Non c'è altro da dire, se vogliono riprendere il mondo bisogna che si contentino di questo. Aujourd'hui, c'est ce que veut savoir Daniele Vitali en fouillant cette nécropole située sur la zone de contact probable entre Celtes et Étrusques. Questo è molto più grande. Poi c'è l'asse di legno che è sopra lo scheletro e bisogna vedere se passa sotto i vasi o se è sopra i vasi. Les premières tombes ouvertes permettent à Daniele d'identifier aussitôt le mobilier qui accompagne les défunts dans leur dernier voyage. Ce sont des poteries typiquement étrusques qui confirment la présence d'une communauté dans ces montagnes. À peine exhumés, les objets réveillent le souvenir de ce peuple raffiné, mais aux origines demeurées mystérieuses. Ils apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ en Toscane, où ils fondent une civilisation brillante et commerçante qui rayonne sur la péninsule italique. Importées des différentes régions d'Étrurie, ces pièces témoignent de la richesse de la communauté installée dans la région. Elles révèlent aussi toute la finesse d'un art souvent figuratif, coloré. Un art qui témoigne d'un goût certain pour le luxe et le plaisir, à l'opposé du style de vie celte. Comment imaginer alors que les deux cultures se soient mêlées ? La réponse est dans la tombe numéro 5.
Elle est sûrement une tombe des femmes, parce qu'il y a un skyphos, donc un bol avec 2 anses, qui est typique des tombes des femmes. On ne les trouve jamais dans les tombes des hommes. L'immobilier il est assez complexe, donc il y a un grand vase qui contenait du vin. Et puis il y a des bols, des gobelets, des assiettes avec beaucoup d'offrandes alimentaires. Donc c'est un mobilier riche. Et l'élément unique, c'est qu'elle a une fibule celtique. Donc il faudrait savoir pourquoi. C'est toutes des questions qui restent ouvertes. C'est l'étude globale de la nécropole qui ira nous donner des réponses. Le premier indice est encore mince, mais il témoigne de contact avec les Celtes. Il faut en trouver davantage pour prouver un véritable métissage culturel. Cette découverte relance la fouille et impose d'employer les grands moyens. Il s'agit de décaper toute une partie du terrain proche de la 5e tombe. C'est Venturino qui dirige la pelleteuse. Ancien berger, Venturino a passé la moitié de sa vie à parcourir ces montagnes. Un jour, dans les années 50, il découvre une nécropole qui révèle la richesse archéologique de la région. Depuis, il s'intéresse à l'histoire antique et il a développé un don particulier pour repérer les tombes. Un mystérieux savoir de sourcier qu'il met au service des recherches de Daniele. Encore une fois, le berger semble avoir vu juste. Ces pierres pourraient provenir d'une sépulture marquée par une construction spécifique. Okay. Après 2 jours de fouilles, c'est un guerrier celte avec tout son armement qui est mis au jour grâce à Daniele. Épée, fourreau, pointe de lance et javelot. Cette fois, la découverte est décisive. Les Étrusques, qu'on connaît très bien dans la plaine du Pô, ainsi que dans l'étrurie tyrrhénienne, n'ont jamais, ou presque jamais eu, l'habitude culturelle au niveau funéraire de déposer des armes. Et donc, l'introduction des armes dans l'immobilier funéraire, c'est l'élément de rupture rapport aux traditions précédentes. Et du point de vue de la coïncidence chronologique, on sait qu'à partir du IVe siècle, il y a les Celtes qui arrivent en Italie, et ils arrivent avec leurs armes parce qu'ils se caractérisent tout de suite en tant que guerriers. La panoplie qui est exactement égale à celle qu'on trouve au nord des Alpes, dans les nécropoles véritablement celtiques, s'accompagne à des mobiliers étrusques. Et nous, on en déduit qu'on peut avoir des mariages entre l'élément local étrusque et les nouveaux arrivés, les Celtes. Les armes, tordues et attaquées par l'oxydation, sont extrêmement fragiles. Prélevées avec d'infinies précautions, elles partent immédiatement en restauration. Les armes celtes trouvées dans les tombes sont toujours sacrifiées car elles n'appartiennent qu'à un seul guerrier, toute sa vie. Quelle que soit la beauté de l'objet, il est déformé, martelé jusqu'à devenir inutilisable. En territoire étrusque, le rite celte est respecté et prouve l'union des traditions culturelles jusque dans la mort. Le mariage est maintenant consommé.
On sait qu'à une époque très très ancienne, l'Europe tempérée, entre guillemets, était en contact avec l'Europe méditerranéenne et aussi avec les pays du Nord. On connaît la fameuse route de l'Ambre, par exemple. On sait les échanges qui avaient lieu avec les Étrusques, avec les Grecs. Vous voyez déjà un cadre qui, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'alors, nous montre un monde celtique très intégré dans les échanges. Et ce monde-là, ça fait peut-être quoi, 15 ans, 10 ans, que nous commençons à en appréhender la diversité, la complexité, mais également l'importance. C'est en Hongrie, à nouveau, qu'apparaît la trace du grand brassage qui animait à cette époque le continent européen. La preuve du mariage entre les cultures celtes et étrusques, révélée par Daniele, ressurgit ici sous la forme d'un bracelet au décor fabuleux. Récemment découvert dans la nécropole du bassin des Carpates, il revient tout juste de la restauration. Quelle est donc l'histoire que Miklos Szabó devine dans ses motifs? Les Celtes du IVe siècle apprennent beaucoup de choses d'Italie, parce que là, il y a des contacts avec les ateliers étrusques, il y a même les ateliers italo-celtiques. Donc, les motifs végétaux étrusques ont été adaptés par les Celtes au IVe siècle. Et après, au IIIe siècle, donc c'est la période où le bracelet a été fabriqué, nous avons déjà une utilisation tout à fait autonome par les Celtes orientaux. Donc c'est vraiment une nouveauté importante parce que nous pouvons prétendre que quand même il y a ici une civilisation un peu mixte et en même temps nous pouvons souligner l'importance de cette zone pour la celticité européenne. L'art des Celtes n'a pas fini de dévoiler l'histoire de son peuple. Aujourd'hui, les scientifiques se sont attelés à décrypter le langage obscur et symbolique forgé par les artistes celtes. Vers quel monde encore inconnu nous conduit-il ? Au laboratoire de restauration des métaux de Compiègne, on travaille sur les dernières trouvailles provenant des fouilles de Champagne. Il s'agit d'un fourreau d'épée. La radiographie a révélé la présence d'un décor caché par l'oxydation. Ces motifs, parfois très complexes, sont fréquents sur l'armement celte. Ils sont longtemps demeurés des énigmes pour les archéologues. Que représentent-ils? Ont-ils même un sens? À force de mettre au jour de tels ornements et de les étudier, André Rapin est parvenu à percer une part de leur mystère. Les dernières trouvailles issues des fouilles de sauvetage confirment de façon exemplaire ces théories. Cette image-là, un animal monstrueux, a été trouvé donc sur un fourreau à Anse-et-Rune, donc tout à fait au contact avec les Ibères, dans un endroit qu'on pensait d'ailleurs presque beaucoup plus ibérique que celtique. Eh bien, on va retrouver la même chose que sur Bussy, donc à ici 40 km d'ici à peine. On a affaire également à un animal monstrueux, c'est-à-dire à une espèce de tête de rapace. Mais l'ensemble de l'image, quand on la combine par symétrie, va donner aussi la lecture d'un individu avec deux yeux, et puis un énorme nez caricatural qui fait très BD, donc c'est un côté Achille Talon. Et on va trouver cet emblème sous forme de blason, pratiquement parfois reproduit au millimètre près, d'un bout à l'autre de l'Europe. Autrement dit, il y a des normes dans ces images. Et c'est ça qui est nouveau, ce n'est plus du décor, c'est un code.
Et c'est un code en même temps qui est quelque chose d'un peu secret, parce qu'on voit bien que ces images-là ne sont pas faciles à lire, qu'elles sont compliquées, qu'elles sont agencées de façon à perturber la lecture. Et donc, il y a un côté ésotérique dans cette affaire-là. De France en Hongrie, on s'applique désormais à décoder l'art sacré des Celtes et à pousser les portes de ce monde où résident les divinités. On comprend maintenant l'iconographie celtique, les éléments iconographiques comme le masque humain, comme les éléments végétaux, la feuille de gui, ou les éléments animaliers comme le griffon, le dragon, des oiseaux fantastiques. Donc nous avons maintenant un répertoire iconographique pour pouvoir expliquer les représentations de type religieux des Celtes. Alors si on compare le décor des fourreaux des Celtes avec la statue grecque classique ou hellénistique, on constate une différence fondamentale. Les Grecs représentent leur divinité comme les êtres humains. C'est quelque chose qui est impossible pour les Celtes, parce que pour les Celtes, l'image divine, c'est une image cachée dans une représentation ambiguë. Et justement, quand on regarde le revers de ce fourreau, on identifie le masque humain, le masque de la divinité cachée qui est toujours présent pour protéger le guerrier dans le combat. Dévoilé, le visage secret du monde celte semble maintenant surgir de partout. Inquiétant et solitaire, comme sur ce casque trouvé en Italie du Nord. Il s'affiche aussi, éclatant et multiple, sur cette pièce exceptionnelle découverte dans le sud-ouest de la France. Constitué à la base d'une coque de fer portant un décor en bronze, le casque a été entièrement couvert d'or et incrusté de corail. Objet rituel, ce casque n'a sans doute jamais été porté, mais constitue aujourd'hui l'une des pièces maîtresses de l'orfèvrerie celtique. Mais pour qui un tel luxe? Quelle puissance se cache derrière cette ostentation? Fidèles au jeu des énigmes, les Celtes ont peut-être camouflé la réponse dans cette pièce destinée à protéger la joue du guerrier. C'est une pièce particulièrement importante et qui donne certainement une partie des clés de la compréhension de l'objet. Le décor est extrêmement riche, comme on peut le voir, mais surtout nous avons ici cette petite pièce en or dans ce jour qui est en fait un fil d'or enroulé, mais qui représente un serpent avec une tête monstrueuse, c'est-à-dire une tête avec des cornes de bélier, un grand mufle de carnassier, des naseaux énormes, des yeux dilatés. Et ce monstre apparaît pour la première fois dans l'art celtique, mais on va le retrouver beaucoup plus tard, au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur le chaudron de Gundestrup, où il est tenu dans une main, brandi par le dieu Cernunnos, le dieu aux cornes de cerf, et qui est un dieu considéré comme un dieu du monde souterrain, c'est-à-dire de ces dieux bénéfiques, qui ont un rôle bien sûr dans le monde des morts, mais surtout qui apportent la fécondité, la fertilité, c'est-à-dire une sorte de dieu du bonheur, si l'on peut dire. Originaire des Bouches du Danube, à l'autre bout de l'Europe, ce chaudron prouve l'existence de dieux communs à l'ensemble de la culture celte. Que sait-on du panthéon celtique?
les représentations connues nous entraînent dans un monde complexe, peuplé d'animaux étranges, qui côtoyaient probablement une foule de divinités locales. En réalité, la seule chose qui ait véritablement traversé les âges, c'est le mystère que les Celtes aimaient associer à leurs croyances. Alors, une fois de plus, les scientifiques se retrouvent confrontés à l'énigme des formes. Mais quand un objet livre enfin son secret, il touche aux sphères universelles du savoir. Ce petit disque de bronze, trouvé en Champagne, est l'un des objets les plus mystérieux produits par les Celtes. C'est une phalaire, destinée à orner les chars des aristocrates. Une science se cache peut-être derrière l'étrange géométrie de ces motifs. Mais laquelle ? Cette question a occupé Jean-Loup Flouest pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il prouve combien on a sous-estimé les connaissances détenues par les Celtes. La personne qui a réalisé ça, en effet, maîtrise très très bien toutes les techniques de découpage du cercle. On arrive à quelque chose comme 190 cercles et arcs de cercle nécessaires pour tracer tous les éléments de cet objet. Donc c'est vraiment un travail de conception en amont de la réalisation de la pièce qui est énorme. D'où peuvent venir ces connaissances mathématiques au 5e siècle en Champagne ? Vraisemblablement des échanges intellectuels parmi toute une élite scientifique qui fréquentait tout le bassin de la Méditerranée. Celui qui vient à l'esprit tout de suite, c'est Pythagore. Dans l'enseignement de Pythagore, il y avait une figure géométrique composée des nombres initiatiques 8 et 27. Or, cette résille est composée de 27 cercles. Et puis, le fond du décor lui-même est découpé en 8. Donc, on retombe sur ces éléments de la numérologie pythagoricienne. On sait que les druides, donc, qui représentent ces intellectuels du monde celtique, les druides étaient considérés par les latins, comme Cicéron, par exemple, comme étant des pythagoriciens. Ce sont les druides qui détenaient la connaissance. Elle touchait aux mathématiques, mais aussi à l'astronomie, à l'anatomie et à la philosophie. Tout ce que l'on sait de ces prêtres savants nous vient des textes grecs ou romains. Les druides privilégiaient la transmission orale, sans doute comme l'enseignait Pythagore, pour ne pas figer le savoir et lui permettre de s'enrichir. L'exercice de la mémoire faisait partie des principes d'une très longue éducation. Tout le monde avait accès à la fonction de druide, mais à condition de suivre un enseignement qui pouvait durer plus de 20 ans. Ainsi, toute l'érudition de la culture celte était contenue dans des textes dits ou chantés qui nous échapperont à jamais. L'archéologie, elle, poursuit son œuvre. Régulièrement, de nouveaux objets viennent questionner les scientifiques. On découvre d'autres territoires où vécurent les Celtes, d'autres divinités, dissimulées par la complexité des décors. En revanche, en l'absence d'écriture, on ne sait toujours pas précisément là où les langues que parlaient les peuples celtes d'un bout à l'autre de l'Europe. Et c'est précisément dans ce vide laissé par la parole que vit encore la légende des Celtes.